Bonsoir. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Parmi les gros dossiers évoqués, les transitions au Sahel et les conflits sur le continent. Nous allons revenir dans ce numéro de décryptage sur les grandes lignes de cette rencontre des décideurs politiques africains. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci. Bonsoir Charlotte. Le Soudan, la Libye livrée aux ingérences extérieures, les transitions politiques, la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO fragilisée par le retrait des pays du Sahel, la crise politique au Sénégal ou encore la crise au Soudan, les conflits en RDC. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est revenu sur ces dossiers dans son discours d'ouverture. Mais il a parfaitement raison. Ce sommet a lieu dans un contexte qu'il faut dire extrêmement difficile pour l'Union africaine. N'oubliez pas que la vocation de l'Union africaine, c'est de mettre en commun les forces africaines pour que l'Afrique compte à travers le monde. Mais s'il y a autant de conflits, vous avez oublié la République centrafricaine, vous avez oublié la Somalie, où les problèmes ne sont pas totalement réglés, et il y en a encore d'autres qu'on n'a pas cités. Mais quand vous mettez ensemble tous ces conflits sur un continent qui a encore du mal à démarrer, mais quand on vous parle de perspective, on a des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez, la question sécuritaire revient partout, parce que dans cette situation, comment peut-on parler de développement quand on a encore des problèmes pour résoudre un problème comme celui de la développement à l'échelle continentale. À l'échelle continentale. Mais comment en parler quand on a des problèmes pour résoudre autant de conflits? Le cas le plus difficile, c'est le cas du Soudan. Puisque sur les autres conflits, quelque chose a été fait, on peut montrer une démarche, on peut montrer une tentative de médiation, mais sur le Soudan, l'Union africaine est totalement effacée. C'est les États-Unis, c'est l'Arabie saoudite, que l'on a vu à plusieurs reprises faire des efforts, obtenir de temps en temps des cessez-le-feu qui n'ont malheureusement pas duré, mais on ne parvient pas encore à résoudre ce problème. Alors que l'idéal aurait été que le Soudan, un pays africain qui se retrouve dans des difficultés, que l'Union africaine soit au devant pour résoudre le problème. C'est la même chose qui s'était passé avec le cas libyen. Quand on a réussi à avoir une feuille de route, c'était plus les Nations Unies, accompagnées par l'Union africaine, mais ce n'était pas l'Union africaine qui était au devant en termes d'initiative. Et ça pose un sérieux problème parce que l'Union africaine doit être au devant des crises sur le continent africain, pas seulement au devant, mais parvenir à trouver des solutions. Ce qui est curieux, ils nous ont tout le temps parlé de mécanismes d'anticipation sur les crises, c'est-à-dire ne pas attendre que les crises soient là pour résoudre le problème, mais on ne voit pas ce mécanisme en œuvre sur le terrain, parce que généralement, c'est après le feu qu'on les voit venir jouer aux sapeurs-pompiers. Justement, Mamadou Diouf, le conflit au Soudan, cela dure depuis une année. L'Union africaine est une présidence tournante et pour les Comores, ça a été l'un des plus gros dossiers. Quel bilan peut-on faire justement de ce mandat du président Azali Assoumani? Pour le président Azali, il y avait un problème de taille. L'Union africaine n'a pas d'argent. Il faut le dire clairement. Donc, quand quelqu'un devient président de l'Union africaine, il s'appuie également sur son propre pays. Si je reprends le cas du président Macky Sall, quand il est devenu président de l'Union africaine, c'est en ce moment qu'il a voulu ramener le poste de Premier ministre parce qu'il voulait aller s'occuper d'un certain nombre de choses également à l'étranger. Mais il faut un budget pour cela. Mais les Comores, c'est combien de millions d'habitants? On ne compte pas les millions d'habitants là-bas. Quelle est la taille de ce pays? Quelle est sa force sur le plan financier? Ça fait que le président comorien a fait des efforts. Bon, la rentrée dans le G20 est arrivée avec son mandat, même si les démarches avaient eu lieu bien avant, mais on le met sur le compte de ce que lui, il a réussi à faire. Mais si ce n'est pas la rentrée au niveau du G20, quand on regarde les conflits, pratiquement, on n'a pas réussi à résoudre un seul des conflits. Certains sont nés avant lui. Il y a eu quelques coups d'État notamment au Niger et au Gabon. Voilà, sous sa mandature. Ça veut dire que la situation générale du continent, c'est ce qu'il est venu trouver. Il a posé sa brique. Moi, je crois que c'est ça qui est le plus important.
Mais ce n'est pas par président qu'on va régler la question de l'Union africaine. À mon avis, il y a un sérieux problème d'orientation qu'il faut revoir. Il y a des réformes qui avaient été commencées par le président Kagame quand il a été président de l'Union africaine, et il l'avait fait en y mettant sa méthode. Il y avait eu des résistances, malheureusement. C'est à ces réformes-là qu'il faut revenir pour qu'on ait une institution qui soit fonctionnelle. Parce qu'aujourd'hui, les sommets sont là. On parle de 37e, c'est une très bonne chose. Ça montre que les gens se sont rencontrés plusieurs fois. Mais le président du Cap-Vert, José María Neves, a été très clair. Et ce qu'il dit est grave. Il dit 93% des décisions qui ont été prises par l'Union africaine ne sont pas mises en œuvre. Ça veut dire que vous avez tout un registre de décisions qui sont prises et qu'on met tout simplement dans les tiroirs. Mais quand on fait le bilan avec 93% de décisions qu'on n'a pas mises en œuvre, mais il est clair qu'il y a un problème quelque part. Vous évoquiez les déficits financiers, mais justement, qui parle de finances parle d'économie, et sous cette mandature du président comorien, le mécanisme de la ZLECAf a connu tout de même des avancées. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien que le président nigérien a été invité, l'ancien président nigérien, Issoufou, et ça a créé des problèmes à cause de la situation actuelle du Niger où jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas clarifié quel rôle il a joué dans ce coup d'État. Il est fortement soupçonné, en tout cas. Ça fait un peu du mal au Niger, parce que le Niger, étant sous un coup d'État, est suspendu par rapport à l'Union africaine comme la CEDEAO. Et voilà l'ancien président qui vient. Mais il faut être clair, il n'a pas été invité comme président ou ancien président du Niger. Il avait beaucoup œuvré pour la ZLECA. On l'avait surnommé champion. Pour cela, c'est la raison pour laquelle il a été amené. Et sous le président Azali, il y a quand même ce travail, comme il le dit lui-même, d'accélération qui a été fait. Et il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais on n'est pas encore, malheureusement, à la mise en œuvre. Puisqu'il y a encore des pays qui n'ont pas encore signé, qui n'ont pas encore ratifié. Alors qu'il faut le dire clairement, d'un point de vue économique, la ZLECA va être une chose extrêmement importante pour le continent africain si effectivement on fait les choses comme cela a été dit dans des textes qui ont été étudiés, parce qu'on n'oubliez pas qu'à l'époque, on a fait appel à des économistes de partout pour faire ce travail. Donc un peu comme les Nations Unies, vous avez des techniciens qui viennent, qui font un très bon travail. Vous avez des politiques qui sont les décideurs, qui malheureusement traînent les pieds, de sorte que finalement on ne voit que les politiques, en oubliant qu'au niveau de l'Union africaine, il y a également des comités techniques, des comités qui ont pour rôle de penser, de proposer, de mettre en place un certain nombre de choses. Justement parce que l'objectif c'est d'arriver à un niveau d'intégration économique. Mais on ne peut pas s'en sortir avec nos pays. Tous nos pays sont de petits pays, excepté le Nigeria qui dépasse 100 millions. Il y a combien d'autres pays en Afrique qui dépassent 100 millions de population? Alors qu'on considère que quand on n'a pas 100 millions de population, on n'a pas la masse critique. L'exemple est tout banal. Si le Togo produit des postes de télévision, une bonne usine qui produit des téléviseurs doit pouvoir en produire, je ne sais pas trop, au minimum 10 000 par mois. Pour répondre à la demande. Mais le problème, c'est que si vous en produisez 10 000 par mois, vous ne l'écoulerez pas sur le marché togolais. Parce que 10 000 par mois, qui va l'acheter? Mais en ce moment, soit vous ne mettez pas en place l'usine, donc nous continuons à être des marchés pour les autres, on achète chez les autres, soit vous mettez en place l'usine, il faut chercher un marché au-delà des frontières du Togo. Et la ZLECA devient en ce moment un élément important, parce que le Togo peut mettre en place cette usine et aller vendre les postes en fonction de la pertinence du produit à l'intérieur du continent africain, voire même à l'extérieur du continent africain. C'est pourquoi c'est extrêmement pertinent, cette affaire-là, sans compter qu'il y a d'autres éléments plus élémentaires. Vous avez des pays africains qui exportent des pays européens de la viande, du lait, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des pays africains qui produisent de la viande, qui produisent du lait? Mais qu'on fasse en sorte que l'argent de l'Afrique, si je peux l'appeler ainsi, reste d'abord sur le continent africain sous forme de préférence économique, sous forme de patriotisme panafricain, si on peut l'appeler ainsi, avant d'aller vers ailleurs. Et c'est ça l'esprit de la CEDEAO, c'est ça l'esprit de l'Union africaine. Mais l'esprit, il est là, mais la pratique, elle est encore extrêmement
faible dans la réalité. Autre préoccupation des chefs d'État sur le continent, ce sont les crises socio-politiques, aussi les conflits. Justement, face aux échecs rencontrés dans la gestion de ces crises-là, selon vous, l'Union africaine aujourd'hui doit-elle penser à changer de stratégie? Mais tout à fait, il faut que l'Union africaine change de stratégie. Je reviens sur le président capverdien, José Maria Neves, qui dit qu'il faut que une organisation comme la CEDEAO s'occupe davantage de la question de l'intégration au niveau de l'espace. Puisque une des stratégies de l'Union africaine, c'est cela, des intégrations par pôle avant une intégration de façon un peu plus globale. Mais pour lui, les questions de sécurité et autres questions sur les crises politiques, etc., il faut qu'on aille plus vers l'Union africaine. Autrement dit, une réorganisation. Mais bien sûr, non seulement une réorganisation, mais une sorte de partage également des rôles. Parce qu'il a raison, parfois vous avez l'impression que la CEDEAO et l'Union africaine sont en train de faire exactement la même chose sur une même question, ce qui est logique parce que la CEDEAO fait partie de l'Union africaine. C'est vrai que l'Union africaine dit, bon, c'est dans la zone CEDEAO, on laisse avec la CEDEAO, mais on voit qu'au niveau de la CEDEAO, beaucoup de choses qui ont été laissées n'ont pas pu être résolues. Même chose au niveau de l'Union africaine. Lui, il propose carrément qu'on fasse la part des choses pour qu'on sache qui s'occupe de quoi. Et pour lui, la question de la gouvernance, la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité, c'est l'Union africaine qui doit s'en occuper et que la CEDEAO s'occupe plutôt de la question de l'intégration régionale. Invité à ce 7e sommet, la Palestine, représentée par son Premier ministre, et qui a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'Afrique dans son conflit avec Israël. Justement, quelle carte peut jouer le continent africain pour tenter d'apporter une solution efficace à ce conflit? Mais l'Afrique peut jouer une carte importante. Regardez ce que la République sud-africaine toute seule a fait en traduisant Israël devant la Cour internationale de justice. Mais c'est une action forte. Même si l'Afrique du Sud n'a pas obtenu exactement le résultat que l'Afrique du Sud voulait, c'est une action forte. L'Afrique du Sud, c'est un pays dans l'Union africaine. Imaginez si c'est l'Union africaine qui avait porté ce projet de l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, ça va être compliqué parce que à l'intérieur de l'Union africaine, les pays n'ont pas les mêmes postures par rapport à la question de la Palestine. Alors qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, l'Afrique doit porter cette question palestinienne et c'est pourquoi la Palestine est toujours présente à chaque fois qu'il y a un sommet, puisque depuis fort longtemps, avec la lutte contre l'apartheid, qu'on avait mis à côté de la lutte contre pour la libération également du peuple palestinien, on les avait presque mis à l'intérieur de l'Union africaine comme des observateurs qui sont présents à chaque sommet. Ce sommet, malheureusement, correspond à une période extrêmement difficile pour les Palestiniens actuellement. Mais quand vous regardez la décision qui est prise à la fin, l'Union africaine, si l'Union africaine ne peut pas résoudre des questions aussi simples que des crises politiques au Sénégal, la crise au niveau de la CEDEAO, la crise au niveau du Soudan, est-ce que cette Union africaine peut aller résoudre le problème palestinien? D'un point de vue diplomatique, d'un point de vue prise de position, ils peuvent participer sous une forme de soutien aux Palestiniens, mais il faut qu'on sache régler d'abord nos problèmes, ce qui nous permettra après de pouvoir aller régler d'autres problèmes. Mamadou Diouf, un autre invité spécial à ce sommet de l'Union africaine, c'est le Brésilien Lula da Silva, qui à son tour a évoqué la nécessité de nouer des partenariats stratégiques avec l'Afrique. Mais pour moi, c'est un très bon invité. Pour plusieurs raisons. La première raison, le Brésil est rempli de ressortissants qui sont d'origine africaine. Les gens l'oublient. Les Brésiliens sont nos frères. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils se sont retrouvés là-bas, puisque c'est là-bas qu'il fallait cultiver le sucre, etc. Je ne reviendrai pas sur cette affaire de l'esclavage qui a fait que beaucoup d'Africains ont été déportés par force au niveau de ce pays-là. Lula est également quelqu'un d'intéressant parce que Lula est contre la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Et l'Afrique doit se mettre dans cette posture parce que la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui ne nous arrange pas. Nous devons réclamer une rupture par rapport à la façon dont le monde est en train de fonctionner. Le Brésil est au niveau des BRICS. Mais aujourd'hui, pour parler objectivement... Et beaucoup de pays ont demandé à intégrer les BRICS. Qu'est-ce qui arrange le plus l'Afrique? C'est le Fonds monétaire international, c'est le FMI, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est les BRICS. Mais il faut que l'Union africaine devrait, dans ce genre de rencontre, dire mais attendez, nous avons plus intérêt à aller vers telle direction et prendre ses responsabilités, aller vers cette direction.
ce que les BRICS ont fait, c'est ça. Ils ont regardé que mais on ne se retrouve pas dans ce système. Ce système ne fait pas notre affaire. Mais ils se sont mis ensemble à 5 d'abord pour essayer de trouver une alternative. Au lieu de dire tout le temps nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le choix, ils ont mis en place une alternative qui est en train effectivement de prendre forme. Et comme vous l'avez dit, les gens sont en train de vouloir venir là-bas parce qu'on se rend compte que ça semble plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir avec cette gestion du monde sous, j'allais dire, le chapeau des Américains en particulier. Après les Comores, la Mauritanie prendra la présidence tournante de l'Union africaine. Parmi les gros dossiers évoqués notamment par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est-ce que les priorités vont changer? Les priorités ne peuvent pas changer parce qu'il prend immédiatement fonction. Les problèmes sont toujours là. Ce qu'il va devoir faire, et ça ne sera pas facile, puisqu'il est, j'allais dire, un président de l'Union africaine par défaut. Puisqu'en principe, c'est une présidence tournante. Oui. C'est l'Afrique du Nord qui devait prendre. Et pour montrer comment l'Union africaine a des problèmes, l'Afrique du Nord, il y avait l'Algérie qui était candidate. Le Maroc également. Le Maroc qui était candidat. Et tout le monde connaît la relation qui existe entre ces deux pays. Mais ce que l'Union africaine devrait faire, c'était l'occasion pour faire quelque chose pour que les relations deviennent normales entre ces deux pays qui appartiennent à un bloc, parmi les blocs de l'Union africaine. On ne l'a pas réussi, de sorte que finalement, personne n'a voulu désister, personne n'a voulu laisser l'autre passer. Pour éviter de prendre l'un et de créer une crise, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, on est allé prendre la Mauritanie, qui n'est pas un pays membre de l'Afrique quand même du Nord. Et la Mauritanie est plutôt au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça montre des problèmes de fond qui existent au niveau de l'Union africaine, qui doivent être réglés et qu'on n'a pas réussi à régler. Maintenant, la Mauritanie va devoir prendre le flambeau, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, sur les questions qui ont été soulevées avec AES, la CEDEAO. La Mauritanie n'est plus membre de la CEDEAO, mais elle est présente dans la CEDEAO comme un pays observateur. Mais espérons que le fait que la Mauritanie soit un pays observateur pourrait permettre, par exemple, de rapprocher les positions entre l'AES et la CEDEAO. Espérons que ça puisse permettre également, puisque c'est quelqu'un qui s'y connaît également, relancer les processus de paix sur toutes ces zones de crise que nous connaissons en Afrique et qu'on puisse avoir un résultat. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la médiation pour de la médiation, mais faire de la médiation pour mettre fin à ces crises. Une dernière question, Mamadou Diouf. La question sécuritaire retient toujours toutes les attentions et absorbe une part importante dans les budgets des États en Afrique, notamment au Sahel. Dans ces conditions, comment attendre le développement? Mais on ne peut pas aller vers le développement. J'ai toujours défendu que la question du terrorisme doit être considérée comme une question africaine. Parce qu'on parle toujours de Sahel, ce n'est pas au niveau du Sahel seulement qu'il y en a. Il y en a au Nigeria. Il y en a en Somalie. En Afrique centrale, on n'est pas au niveau du Sahel. Il faut en faire une affaire africaine. Quand on en fait une affaire africaine, puisque l'action militaire demande énormément d'argent, ça demande des hommes, ça demande du matériel, mais si on en fait une affaire africaine, les 55 pays africains, ce n'est pas petit quand même, mais si chaque pays amenait ne serait-ce que 1000 hommes, ça fait 55 000 hommes. Si chacun amenait un char, ça fait 55 chars. C'est juste de petits exemples pour montrer que, pour éviter que ça n'étouffe le développement, mais il faut que les gens se mettent ensemble avec une force de frappe telle que si les terroristes bougent quelque part, si l'Union africaine intervient avec sa force, on met fin très rapidement à cette affaire. Ces gens réfléchiront par 10 fois avant de vouloir bouger ailleurs. Mais quand l'Union africaine reste dans cette position où on ne sait pas concrètement quelle action l'Union africaine a posée, mais vous laissez le champ libre aux terroristes et qui malheureusement vont actuellement de pays en pays. Merci beaucoup d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis.